Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de ce 9e colloque des entretiens du droit social qui, comme vous le savez, sont organisés à la fois par la section du rapport et des études du Conseil d'État, mais aussi par sa section sociale. Et le choix du sujet qui nous réunit aujourd'hui est celui des professions de santé demain. L'idée du Conseil d'État, c'est de choisir des sujets qui sont justement au cœur des débats en matière notamment de santé, de politique sociale, de droit du travail, afin d'appréhender les enjeux concrets qui sous-tendent les questions que nous examinons à la fois en tant que juge, mais aussi en tant que conseiller du gouvernement. Ces entretiens vous sont utiles, mais ils nous sont utiles aussi par la contribution que vous apportez à notre double fonction juridictionnelle, mais aussi de conseil, et puis aussi à notre fonction de réflexion, de proposition. Je reviendrai sur un rapport récent du Conseil d'État dont on a beaucoup parlé, celui sur la publicité des professions de santé. Alors le sujet d'aujourd'hui n'est pas facile, il est vaste, il est complexe et nous aurons besoin de vous tous pour progresser dans nos réflexions. D'abord parce que la notion même de profession de santé reste aujourd'hui particulièrement difficile à cerner et beaucoup d'auteurs, parmi les plus connus, les plus éminents, ont récemment consacré un volume entier pour tenter de définir cette notion en prévenant prudemment le lecteur qu'une définition unitaire demeure introuvable dans l'état actuel du droit positif. Je ne sais pas si, à nous tous, nous arriverons ce soir à en trouver une. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que les professions de santé sont depuis plusieurs années en voie de multiplication, en voie de diversification, notamment du fait d'une spécialisation croissante des disciplines. Et ce qu'on peut dire, à défaut de trouver cette définition unitaire, c'est que ces professions, quelle que soit leur appellation, partagent une vocation commune, c'est la protection de la santé qui a été érigée, vous le savez, au rang de principe particulièrement nécessaire à notre temps par le préambule de la Constitution de 1946. Il s'agit là d'une vocation d'intérêt général qui explique que les pouvoirs publics attachent la plus grande importance au fonctionnement de ces professions, à leur organisation, mais aussi à leur efficacité, d'autant plus que les enjeux sous-jacents en termes de finances publiques sont considérables. Et donc il est impératif, c'est un peu le fil conducteur de ce colloque, que les professions de santé fassent système et que la diversification à l'œuvre que l'on constate, sur laquelle je reviendrai, s'accompagne aussi d'une répartition cohérente des tâches afin de répondre aux défis de santé. Cette journée va donc être l'occasion d'examiner les tensions qui traversent ce système, de révéler ses failles, peut-être ses fissures, pour réfléchir ensuite à ce que peut être demain une bonne régulation des professions de santé, étant entendu que les 3 tables rondes focaliseront leur attention sur un pan seulement du système de santé, puisque l'hôpital ne sera abordé qu'incidemment, même s'il est évident que la frontière qui a traditionnellement séparé l'hôpital de la médecine de ville est poreuse, émouvante, et que les évolutions de l'une influent directement sur l'autre. Ce matin, et je me bornerai à une introduction parce que je serai bien en peine de répondre personnellement aux questions qui nous sont posées, je voudrais me limiter à mettre en lumière certaines lignes de force et surtout d'identifier les grandes questions, quelques grandes questions qui nourriront, j'en suis sûr, les discussions lancées par les différents intervenants. Alors je commencerai parce que les professions demain, pour essayer de savoir ce que sera demain, nous avons d'abord de constater aujourd'hui et surtout peut-être aussi de partir d'hier. Et donc je commencerai par un constat
c'est que les professions de santé, confrontées aux objectifs de santé publique, à des évolutions aussi sociales et technologiques, sont en pleine évolution, en plein bouleversement. Si l'on s'intéresse à l'organisation des professions de santé en France et qu'on essaie de voir en quelque sorte l'origine historique, on constate, et c'est une marque française qui nous distingue d'autres pays étrangers, on constate à la fois un fort cloisonnement et la place prépondérante qui historiquement a été accordée aux médecins. Cette place centrale du médecin dans le système de santé français plonge ses racines dans l'histoire. Et le président Tabuteau, que je salue, a brillamment montré que les tentatives, en quelque sorte, d'incursion de la puissance publique dans le domaine médical, en particulier, souvenez-vous, lors de la Révolution et au début de l'Empire, un rêve a été d'organiser la profession de médecin comme l'armée, avec les officiers de santé. Plus tard, d'ailleurs, aussi l'État-providence, avec toute une série de dispositifs de protection sociale. Toutes ces incursions de la puissance publique ont provoqué de vives réactions de la part des médecins qui ont progressivement pris conscience de ce qu'ils avaient en commun. Et en réalité, c'est cet antagonisme avec l'État qui a historiquement façonné l'identité de la profession autour de grands principes en vigueur jusqu'à nos jours. Le premier de ces principes, c'est peut-être le monopole de l'exercice de la médecine réservé aux seuls titulaires du doctorat de médecine. Et ce monopole a été durement acquis à la fin du XIXe siècle. Il explique que beaucoup d'actes aient été réservés aux médecins, alors qu'ils sont aussi pratiqués ailleurs qu'en France par des professionnels moins qualifiés. Il explique aussi que le Code de la santé publique continue de définir les autres professions de santé comme des dérogations au monopole des médecins, lui-même protégé par l'infraction pénale d'exercice illégal de la médecine. Un deuxième grand principe, c'est celui de l'exercice libéral de la médecine de ville, censé symboliser, contrairement au salariat, l'indépendance du médecin. De ce statut découle un principe extrêmement important qui est la liberté d'installation, consacrée par la loi du 3 juillet 1971, qui postule que le médecin a le choix du lieu d'exercice de son activité et que l'ouverture de son cabinet médical n'est pas soumise à un régime d'autorisation ou même de déclaration administrative. La liberté dans la fixation des honoraires, de son côté, est depuis longtemps encadrée, mais est toujours restée au cœur des négociations entre la profession, l'État et les caisses de sécurité sociale. Et cet encadrement n'a pas empêché que le principe du paiement direct des honoraires par le malade soit protégé avant d'être élevé par la loi au rang d'un principe déontologique fondamental faisant du tiers payant une procédure toujours spéciale. Il est enfin certainement possible, là je n'en suis pas absolument sûr, mais que dans l'affirmation du colloque singulier, qui est la marque de cette médecine libérale, entre le médecin et le patient, on voit en creux un principe d'exclusion aussi des pouvoirs publics de ce colloque singulier. La profession médicale s'est ainsi constituée comme le centre de gravité d'un système autour duquel évoluent les autres professions de santé. Et ces autres professions, parmi lesquelles le Code de la santé publique distingue, outre les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, rangés dans les professions médicales, les professions de la pharmacie et de la physique médicale d'une part, les auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture d'autre part, et ces autres professions ont au moins ceci de commun que, un, leurs compétences sont beaucoup plus restreintes que dans de nombreux autres pays, et deux, que leur droit de prescription est longtemps demeuré très limité. La profession d'infirmière illustre particulièrement bien le rôle traditionnellement dévolu à ces autres professions.
L'infirmier a d'abord été l'assistant du médecin et le cadre juridique de la profession restera profondément marqué par ce caractère accessoire jusqu'à ce qu'un rôle propre qui n'a cessé depuis lors de grandir leur soit reconnu sous l'influence du droit européen. Au-delà de ces traits communs qui reflètent parfaitement, et je voudrais le citer à nouveau, ce que le président Tabuteau a pu appeler le glacis juridique et professionnel protégeant les médecins, ces autres professions de santé apparaissent très disparates, tant du point de vue de la formation, des modalités d'exercice et de la place du salariat que de la structuration ou non en ordre professionnel. Et je ne me risquerai pas ce matin à tenter une systématisation sans doute vaine, car ce qui me semble aujourd'hui davantage importé, c'est d'interroger à la fois la pérennité de ce dualisme entre médecins et les autres professions de santé et du cloisonnement au sein des professions de santé, principes qui ont déjà été, on va le voir, bien entamés. Entamés car cette structuration des professions de santé s'est de longue date heurtée à d'autres objectifs de santé publique fixés par l'État et qu'elle doit s'adapter aussi, je vais y revenir, aux évolutions à la fois de la technique, mais aussi de la vie en société. Un premier problème qui a résulté de cette structure médico-centrée, en quelque sorte cloisonnée et atomisée, c'est celui de l'accès aux soins. Car la liberté d'installation des médecins de ville n'a pas empêché, tout le monde le sait, l'apparition de déséquilibres territoriaux et d'inégalités qui sont aujourd'hui peu tolérées par les Français. Je voyais mardi dernier le président de la région Grand Est. Il me disait qu'un ophtalmologiste venait de s'installer dans les Ardennes. Il a reçu en une seule semaine 2000 demandes de rendez-vous. C'est dire ce que peut être un désert médical et l'appel de fonds que peut appeler l'installation d'un nouveau professionnel dans des territoires qui sont abandonnés, en tout cas dans lesquels il n'y a plus ou il n'y aura plus bientôt de professionnels de santé. Et on comprend l'impératif pour l'État de concilier ce principe de liberté d'installation qui structure la médecine libérale et le principe d'égalité. Comment les Français peuvent être aussi inégaux dans l'accès aux soins selon le lieu où ils habitent. Et c'est, je pense aujourd'hui, un impératif de santé publique. Je me permets d'ailleurs ici une petite parenthèse historique, et d'ailleurs assez amusante, pour relever que le Conseil d'État avait eu à connaître finalement de cette question dès 1901, il y a 120 ans, dans une célèbre affaire, l'affaire Casanova, où il jugea qu'un conseil municipal pouvait légalement embaucher un médecin communal en cas de carence de l'initiative privée. Et on voit aujourd'hui revenir cette question avec des collectivités locales, des collectivités territoriales qui créent des maisons de santé et embauchent quasiment, se substituent finalement à la carence, à l'initiative de la médecine libérale pour remédier à ces inégalités. Finalement, en 120 ans, les problématiques se renouvellent, mais demeurent. Un autre objectif de santé publique remet en cause la structure de nos professions de santé. C'est l'objectif de qualité, c'est l'objectif de pertinence des soins, qui implique non seulement de développer les soins curatifs, mais aussi d'inciter, de développer la prévention et d'organiser ce qui paraît aujourd'hui nécessaire, c'est une prise en charge globale du patient. Mieux prévenir doit conduire à réorienter un système bâti sur le versant curatif, en réalité, des soins. Et à cet égard, en dépit d'indicateurs de santé globalement satisfaisants et qui s'améliorent d'année en année en France, on sait que la mortalité prématurée en France reste relativement élevée et que l'espérance de vie sans incapacité, c'est souvent un vrai indicateur, y est plus faible que dans d'autres pays européens. Élaborer un parcours de soins plus complet suppose pour sa part de continuer à ébrécher les cloisons
qui rendent plus difficile cette prise en charge globale des patients parce qu'elles séparent les professions de santé, rendent plus malaisée la coopération entre elles et l'institution d'une santé en réseau. C'est l'un des objectifs du programme Ma Santé 2002 qui a été récemment présenté. Deux évolutions importantes de la société ne pourront pas, elles non plus, rester sans effet sur l'organisation de nos professions de santé. La première évolution, c'est le vieillissement de la population. À mesure que la population des personnes âgées en perte d'autonomie croîtra, les professions de santé, c'est une évidence, devront s'adapter pour répondre aux nouvelles demandes, étant entendu que la prise en charge de ces personnes rend indispensable une articulation dans la durée entre soins cliniques et techniques d'une part, mais aussi un accompagnement du maintien de l'autonomie d'autre part. D'ici à 2040, dans 20 ans, les effectifs d'infirmiers pourraient ainsi augmenter de plus de 50%, afin principalement de répondre à ces besoins. Et donc un tel rééquilibrage emportera nécessairement des conséquences sur le partage des compétences entre les différents professionnels. Des professions nouvelles, d'ailleurs, pourraient voir le jour pour assurer cette coordination indispensable de la prise en charge sanitaire et sociale de ces personnes sur le modèle anglo-saxon des case managers. La deuxième évolution à laquelle je pense, indépendamment du vieillissement et de cette demande sociale, c'est le progrès technologique. À ce sujet, une chose est sûre, la technologie et le numérique sont appelés à jouer un rôle grandissant en matière de santé. Des filières de techniciens, d'informaticiens ou d'ingénieurs du vivant sont en cours de développement et en voie d'acquérir une place autonome aux côtés des médecins dans les professions de santé. La télémédecine ou l'e-santé, qui n'est pas neuve, va massivement se développer et demander aux professionnels de santé d'exercer leur métier autrement. Et comment ne pas parler, vous en parlerez sûrement, de l'intelligence artificielle qui, de son côté, requerra de certains professionnels qu'ils se forment, qu'ils adaptent leurs pratiques afin que naisse une véritable complémentarité, et cette fois vraiment intelligente, entre l'homme et la machine. Voilà pour les constats, voilà pour les évolutions, et je le dis modestement, sans doute n'ai-je pas, je dirais, fait un tableau complet. Toutes ces évolutions sont porteuses de tensions dans notre modèle de santé, dans notre modèle qui a construit le régime actuel des professions de santé. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est m'interroger avec vous sur la façon dont doit intervenir aujourd'hui la puissance publique pour concilier l'organisation de ces professions de santé avec ces objectifs nouveaux, pour remédier à ces tensions dont j'ai parlé. Et la question qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est celle de savoir comment mettre en place une bonne régulation des professions de santé. Si l'on regarde les réponses qu'a apportées la puissance publique, on voit de bonnes choses. On voit notamment l'expérimentation de nombreux dispositifs pour concilier l'organisation des professions de santé et les objectifs de santé publique. S'agissant d'abord des professions médicales, de très nombreux dispositifs ont été élaborés par les pouvoirs publics afin justement de réaliser ces objectifs, et je me bornerai ce matin à n'en mentionner que quelques-uns, parce qu'en réalité, ces interventions sont très diverses, je ne peux pas toutes les citer. Afin d'assurer à la fois un égal accès aux soins dans sa dimension tarifaire et aussi de maîtriser les dépenses publiques de santé, l'encadrement des honoraires facturés par les médecins repose aujourd'hui sur l'existence de tarifs opposables et le conventionnement en secteur 1 et 2, dont les modalités, je m'en souviens parce que, comme d'autres, j'ai présidé la première sous-section, devenue la première chambre qui jugeait de ces conventions médicales, dont les modalités sont périodiquement négociées dans le cadre de ces conventions médicales, toujours difficiles à négocier, toujours
pénible à signer et invariablement attaqué devant le Conseil d'État. Je m'en souviens et je crois que de ce point de vue-là, la réalité n'a guère changé. Dans des objectifs de maîtrise des dépenses et d'amélioration de la qualité des soins, la Convention médicale de 2011 a par ailleurs institué, c'est une innovation intéressante, la rémunération sur objectif de santé publique qui prévoit l'attribution d'une prime versée en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique et d'efficience des prescriptions. Ce dispositif, il faut en parler, est remarquable en ce qu'il a activé, et c'est nouveau, le levier de la rémunération qui sera justement discuté lors de la deuxième table ronde. Et je crois en effet essentiel de nous interroger sur la rémunération des professions médicales comme outil de régulation des pratiques médicales. Car si la tarification à l'activité sur laquelle repose en majorité le financement de notre système de santé n'est pas dénuée de mérite, elle discrimine mal selon la qualité des soins et n'incite ni à la prévention, ni à une coordination efficace entre les différents acteurs de la santé. L'objectif de réduction des inégalités territoriales dont je parlais il y a peu a quant à lui justifié depuis longtemps, et disons-le sans succès évident, tant sont patents aujourd'hui ces déserts médicaux, tant demeurent ces inégalités, une kyrielle d'aides financières ou d'exonération fiscale destinée à favoriser l'installation ou le maintien des médecins déjà en exercice. La loi de 2009 de réforme de l'hôpital est allée plus loin en tentant d'agir dès le stade des études médicales, avec le contrat d'engagement de service public qui ouvre droit à une allocation mensuelle pour les étudiants qui s'engagent, et c'est intéressant, à s'installer dans des lieux insuffisamment couverts. Ce contrat est lui aussi intéressant car les expériences menées à l'étranger montrent que les dispositions les plus efficaces sont généralement celles qui sont intégrées à la formation initiale, qui donnent les incitations les plus en amont possibles. Il reste que les inégalités n'ont pas été résorbées et c'est pourquoi la restructuration de l'organisation territoriale des soins a été placée au cœur de la stratégie gouvernementale Ma Santé 2022. La recherche d'un meilleur accès aux soins et d'une prise en charge globale a enfin conduit les pouvoirs publics à promouvoir l'exercice groupé des professions de santé, avec par exemple les centres de santé, les pôles de santé, les maisons de santé ou plus récemment les communautés professionnelles territoriales de santé. Ces structures ont ceci de commun qu'elles permettent une mutualisation des moyens et reposent en contrepartie sur un projet conforme à des objectifs de santé publique. Et le développement de ces modes d'exercice collectif de la médecine libérale rompt avec la construction historique de la profession et permet peut-être d'entrevoir ce que seront demain les professions de santé. Les réformes entreprises ont également conduit à revaloriser d'autres professions de santé, autres que le médecin, les professions médicales, tout en élargissant leur périmètre d'exercice afin de favoriser la coopération avec le corps médical. Je pense une fois de plus aux infirmiers qui ont poursuivi leur processus d'autonomisation. Ceci est notamment passé par l'accroissement du nombre d'actes relevant en propre de la profession, par l'association des instituts de formation et de l'université, par la reconnaissance des pratiques avancées qui ont vocation à s'ouvrir à d'autres secteurs, ou encore par la structuration de la profession dans un ordre autonome. La création d'un espace institutionnalisé a d'ailleurs favorisé une réflexion sur les pratiques des infirmiers et contribué à renouveler leur place dans le réseau de soins. Le développement des protocoles de coopération va également dans le sens d'une meilleure valorisation des auxiliaires médicaux. Ces accords passés entre professionnels de santé opèrent entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins. Et si ces protocoles restent encore peu nombreux à ce jour, ils ont sans doute permis
d'ouvrir le débat qui est devenu incontournable sur la répartition des compétences, le partage des rôles et les conditions d'exercice des professions de santé demain. Mais le temps passe et j'aimerais terminer en évoquant quelques pistes de réflexion qui concernent la régulation des professions de santé. Une première piste de réflexion sur laquelle il faudra creuser la réflexion, c'est l'adaptation de la liberté d'installation des médecins libéraux. Principe cardinal, principe fondamental. On constate à cet égard que la portée conférée à cette liberté a toujours empêché les pouvoirs publics de leur imposer, donc aux médecins libéraux, des dispositions véritablement contraignantes. Et ceci ne découle pas seulement de la simple qualification de médecine libérale, puisque les infirmiers libéraux et les pharmaciens sont soumis à de telles dispositions qui régulent, par exemple, leur installation. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, mais aussi la Cour des comptes, avaient ainsi tous deux préconisé de recourir à des mécanismes plus directifs pour réguler l'installation des médecins. Et donc, il faut se poser la question de la bonne régulation. Quelle place pour la contrainte? Quelle place pour la sanction? Quelle place pour l'incitation? Cette question reste posée. Une deuxième piste concerne la déontologie des professions de santé. À mesure que ces professions se diversifient, elles s'autonomisent. Elles tendent à se structurer autour de règles déontologiques communes. On dénombre aujourd'hui 7 codes de déontologie prévus par la loi. Mais beaucoup de professions de santé choisissent librement, hors de toute exigence légale, de se soumettre à des règles déontologiques communes. Un tel choix traduit la volonté d'informer et de rassurer les patients, mais encore d'unifier les pratiques, de fédérer les professions, afin notamment de faire valoir de manière plus efficace leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Et ainsi que le relevait le professeur Didier Truchet dans sa préface au Code de déontologie de l'ostéopathie, l'objectif de ces codes, c'est à la fois prescriptif, didactique et programmatique. Cette tendance n'est pas à négliger. Elle illustre les mouvements que traversent les professions de santé et interroge sur leur régulation. Quelle valeur pour les règles déontologiques ainsi affirmées? Quelle place pour la régulation interne en l'absence d'ordre professionnel à proprement parler? Quel rôle enfin pour le juge qui va être saisi en bout de chaîne? Et cette question de la déontologie me conduit enfin à évoquer les dernières évolutions juridiques. J'en parlais au tout début de mon introduction concernant la publicité des professions de santé. Le Conseil d'État a récemment tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et a ouvert la voie à certaines formes de publicité ou d'information, en tout cas le plus objectif possible, dans le domaine de la santé. Ce revirement jurisprudentiel intervient 1 an et demi après que le Conseil d'État, c'est l'illustration de la complémentarité des fonctions exercées par le Conseil d'État, donc 1 an et demi après que le Conseil d'État, dans sa fonction de rapport, d'étude, avait proposé, dans une étude relative aux règles applicables aux professionnels de santé en matière d'information et de publicité, de poser un principe de libre communication pour les professionnels de santé et d'enrichir l'information délivrée au public. Il s'agissait de tirer les conséquences de la spécialisation croissante de l'offre de soins et de contribuer à un meilleur équilibre entre les professionnels d'une part et les patients d'autre part. Après la réflexion, la période qui s'ouvre est donc celle des travaux pratiques et le cadre de ces nouvelles formes de communication devra être finement calibré pour concilier les différents les différents intérêts en jeu. Vous le voyez, le sujet qui occupera les 3 tables rondes d'aujourd'hui est vaste, il est foisonnant. Je m'empresse donc de céder ma place, mais je souhaite avant cela remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants, en particulier les présidents des 3 tables rondes qui vont se succéder,
Monsieur Didier Truchet, professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas, Monsieur Didier Tabuteau, président de la section sociale du Conseil d'État, et Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé. Je remercie également Martine de Boisdef, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État, François Séners, qui est à ses côtés, président adjoint et rapporteur général, ainsi que tous les agents de la section, mais de manière générale du Conseil d'État, qui ont aidé à la participation, à l'organisation de cette journée que je souhaite fructueuse, passionnante et dont, je vous l'assure, nous tirerons tout le fruit dans nos activités de juge, de conseil et de réflexion. Merci beaucoup et bonne journée.